Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de La Touche Animale. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mardis soirs. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver les replays directement sur le site internet de Whoopets. Vous pouvez retrouver tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il y a Isabelle qui nous rejoint déjà. Et je vais vous la présenter puisqu'aujourd'hui, on va parler d'Octobre Rose. Comme vous le savez, c'est à l'occasion du mois d'octobre. Salut Isa, ça va? Oui, et toi? Ça me fait très plaisir de te recevoir. Bon, Je suis écoute, trop content. c'est une nouvelle Mm. expérience pour moi. Donc, bah ouais, mais tu vas voir, tout va bien se passer. Ils sont très sympas dans la communauté brute. Il y a Laetitia qui est en cours de connexion. Peut-être que son Wi-Fi ne marche pas. Elle reviendra plus tard. Donc déjà Isabelle, est-ce que tu peux te présenter à la communauté brute? Donc qui est-ce que tu es, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est un petit peu particulier. Moi, je suis infirmière et chercheur. Je travaille à l'Institut Curie, donc un centre de lutte contre le cancer. Et depuis quelques années, on a développé un projet qui s'appelle CADOG. Le but, c'est d'essayer d'apprendre aux chiens à détecter le cancer du sein. Voilà, donc on Mm, travaille sur le cancer du sein parce que historiquement, à l'Institut Curie, on traite beaucoup de cancer du sein. C'était important pour nous d'être focus sur cette détection-là. Et alors, tu vas évidemment nous expliquer comment ça marche, mais on peut peut-être déjà démarrer par comment est-ce que tu as eu cette idée, finalement complètement, enfin je veux dire que sur le papier est une idée folle en fait. Enfin, on ne se dit pas de base, tiens, et si les animaux, et notamment les chiens, allaient détecter les maladies. Donc comment est-ce que ça a été venu en fait l'idée de te dire, bah tiens, peut-être que leurs pouvoirs olfactifs font qu'ils arriveraient à détecter les maladies. Alors c'est une grande histoire parce que moi j'y connaissais pas grand-chose aux chiens. Par contre, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de science, sur des plaies tumorales. Les plaies tumorales, c'est quelquefois, malheureusement, et je suis désolée parce que peut-être que ta communauté n'a pas l'habitude qu'on parle de cancer vraiment, mais quelquefois. Non, mais on est là pour ça et justement, enfin, je veux dire, voilà, on est en plein octobre rose et je pense que c'est important d'en parler justement. Donc, et il y a plein de personnes qui, je suis sûre, malheureusement, de près ou de loin, ont été touchées par le cancer. Donc, je pense que c'est hyper important qu'on en parle ensemble. D'accord, enfin, tu pas à me dire si tu me dis c'est hors propos ou accélère. Je Heu, dirais, ok. Quelquefois le cancer, hein, il peut être extériorisé à la peau. Il peut ne pas rester qu'à l'intérieur, mais être une plaie. Et moi, c'est ma spécialité. Je m'occupe des plaies qui sont liées au cancer, soit à la maladie, soit aux effets secondaires. Et il se trouve que ces plaies, sentent mauvais parce qu'il y a des bactéries dessus, comme beaucoup de plaies. Et donc je me disais: «Beh, faut que j'étudie ces odeurs pour, trouver comment mieux les traiter, peut-être avec des antibiotiques, peut-être avec un pansement». Et donc je me suis mis à étudier les bactéries et les odeurs de ces plaies. Alors comment on fait pour étudier une odeur en chimie, hein, parce que moi je ne travaillais pas du tout avec les chiens. On fait ce qu'on appelle de la chromatographie, c'est-à-dire qu'on prélève l'odeur, on la met dans une machine qui nous dit: «Il y a telle molécule» et c'est un ensemble de molécules qui fait une odeur. C'est exactement la même chose comme un parfum. Tu vas mettre différentes molécules et ça va te faire un parfum. Et donc moi le jeu, c'était de relier chaque molécule à des bactéries. Voilà, et il y a des molécules où j'ai vu qu'elles ne pouvaient pas être reliées à des bactéries ou à l'odeur de la personne ou. Et donc, j'ai posé l'hypothèse, mais déjà, tu vois, on était en 2012, donc il y a plus de 10 ans. Est-ce que c'est pas la tumeur elle-même qui relarguerait ces petites, molécules? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pire? Et est-ce que si c'est la tumeur, ça veut dire que la tumeur, quand elle est juste dans le corps, complet, peut-être qu'elle relargue aussi ces odeurs et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut les capter pour en faire du diagnostic? J'avais 2 solutions, soit tout faire en chimie, comme j'avais commencé, mais c'était compliqué parce que la chimie, c'est pas une science exacte. Soit j'utilisais autre chose et sur quoi je suis tombée? Sur les chiens de détection et je me suis dit: je vais essayer avec les chiens de détection». Donc, tu t'étais dit que les chiens pouvaient détecter de la drogue, des faux billets, de l'explosif, et donc que potentiellement, ils pouvaient effectivement détecter des maladies. Voilà, mais honnêtement, au départ, d'abord dans la communauté scientifique, tout le monde se disait que vraiment,
j'étais peut-être un petit peu bizarre là, j'avais peut-être un petit peu abusé. Et puis moi-même, j'en étais pas sûre, hein. Quand on a fait la preuve de concept, hein, parce que quand on fait de la science, on commence toujours par ce qu'on appelle une étude pilote, où on essaye de voir si ça a des chances de marcher ou pas. Et si cette étude pilote donne des bons résultats, là, on fait ce qu'on appelle des études cliniques. C'est un travail beaucoup plus minutieux sur une grande cohorte de patients. Mais quand j'ai fait au départ la preuve de concept, honnêtement, je me suis dit, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Je ne sais pas si les chiens sont capables de détecter le cancer. Mais D'accord. c'est Et donc, le boulot de chercheur, hein, quand tu fais de la recherche, si tu connais déjà la réponse, c'est signe que tu fais pas de la recherche, hein. oui, j'imagine. Et là, du coup, le projet CADOC, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Bah, tu vois, le temps de trouver des fonds, fallait tout imaginer, hein. Maintenant, on voit beaucoup de chiens de détection, mais à ce moment-là, c'était assez nouveau, donc c'était où est-ce que je trouve une salle? Qu'est-ce qu'on prend comme chien? Comment on fabrique les cônes? Comment on les dispose? Quelle est la méthode de recherche? Comment on prélève l'odeur? Le temps de réfléchir à tout ça, alors j'étais pas toute seule, hein, il y avait des cynos, mais il y avait aussi des chimistes, il y avait des anapathes, il y avait toute une communauté. On a commencé en 2016, concrètement, à faire notre preuve de concept. Avec un exercice simple, c'est-à-dire que on avait éduqué les chiens à reconnaître le cancer. On t'entend moins bien, Isa. T'as peut-être le doigt sous le micro. Enfin, sous l'écouteur, je sais pas. Je pense On vraiment. t'entend. Oui, là tu m'entends mieux. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Donc je suis désolée, je me suis approchée de mon téléphone. T'inquiète. On a fait un exercice simple, c'est-à-dire qu'on a entraîné les chiens sur des compresses qui étaient imbibées de sueur de patientes et de personnes qui n'avaient pas de cancer, parce que évidemment pour qu'ils sachent faire la différence. Une fois qu'on a estimé qu'ils étaient éduqués, on leur a fait des exercices assez simples, c'est-à-dire qu'il y avait 3 négatifs et un positif sur des lignes de 4 codes, et il fallait qu'ils trouvent où était le positif. Tout ça D'accord. en ce qu'on appelle en aveugle, et ça c'est très important en science. C'est-à-dire que quand le cyno qui conduisait le chien avait les prélèvements, il ne savait pas s'ils étaient positifs ou négatifs. Pourquoi? Parce que ça, on l'a remarqué dans les recherches. S'il y a quelqu'un dans l'environnement du chien qui sait où est le prélèvement positif, les chiens sont tellement doués qu'ils réussissent à lire sur celui qui est là où est la bonne réponse pour aller détecter rapidement. Savoir. Donc, il faut vraiment qu'on envoie les échantillons et personne ne sait où est le positif pour être sûr d'avoir des résultats exacts. Voilà. Donc le cyno, Et on sur précise juste du coup pour les gens de la communauté brute que le cyno, du coup, c'est le maître chien qui est avec le chien en fait pour le conduire finalement dans la partie test où effectivement il va pouvoir détecter si tel ou tel échantillon est ce qu'on va dire atteint ou non atteint. C'est ça, tu me dis Isa, je crois qu'Isa en tout cas te plu. Non, bon bah tu vois, chacun son tour visiblement ce soir. Et bah Laetitia, je suis ravie de te recevoir avec toute la communauté brute sur la touche animale. Donc bah Laetitia, je te laisse te présenter du coup à tout le monde. C'est bon. Je suis Laetitia Vas-y. Barlerin. Voilà, je suis Laetitia Barlerin, je suis docteur vétérinaire et aussi journaliste. Et je suis de très près les chiens, c'est vrai, détecteurs de maladies, de cancers, etc. Et je vois... Ah, voilà. Isabelle revient. Ouais, Isabelle, Isabelle est là c'est peut-être. je la salue parce que voilà, j'avais des petits problèmes de connexion aussi, tu vois. Donc voilà. Mais Bon. moi, je suis au fond de la campagne. Hein. On est tous là, c'est le principal. Mais Isa, j'ai l'impression que ta connexion est pas top. Je sais pas si tu peux peut-être enlever le Wi-Fi ou le mettre justement. Parce qu'on a un petit souci de connexion. Est-ce que ça... Parce que Isa, au pire, tu peux quitter et revenir hein, si la connexion va pas. C'est les joies du direct. On a l'habitude dans la touche animale. Ça arrive à peu près tous les mardis. Donc, pas de problème. Et alors, je rappelle à la communauté brute que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou appuyer sur la petite main en bas à droite. Si vous voulez les poser en live et nous rejoindre du coup sur le show, il n'y a aucun souci.
Pomponette vous fait un petit bisou parce que là, depuis tout à l'heure, elle veut elle aussi savoir comment on fait pour détecter les maladies, même si je ne suis pas persuadée que Pomponette soit la meilleure pour ça, mais c'est la meilleure pour les cas. Isa, est-ce qu'on t'a retrouvé? Laetitia, ce que je Alors te oui, mais je suis propose en train de voir si avant je peux me connecter. Ok. Alors, il y a Perrine déjà qui pose une Je vais question. partir et revenir, d'accord? Ouais, t'inquiète, vas-y. On va démarrer. Du coup, il y a Perrine qui pose une question. Ouais. Peut-on apprendre à nos chiens, à nos chiens de détecter du coup nos maladies ou cancers? C'est une question pour moi, c'est ça? Ouais, du coup, oui, c'est pour toi. On peut apprendre à un chien à détecter une odeur. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à votre chien à détecter l'odeur de la truffe. C'est quand même très intéressant quand même de chercher des truffes avec son chien. Et normalement, la plupart des chiens, voire tous les chiens, peuvent sentir l'odeur d'une truffe, par exemple, ou une autre odeur. Alors, il y a des races qui sont plus qui ont un nez beaucoup plus fin que d'autres, et on sait que c'est les races qui ont les nez beaucoup plus allongés. Par exemple, le bulldog français, c'est pas le meilleur qu'on prendrait pour détecter une maladie. Ensuite, parce qu'on a un problème de muqueuse olfactive, plus elle est petite. Pardon? Laetitia, du coup, c'est toutes les races brachycéphales finalement. Toutes celles qui ont le nez un peu écrasé ne sont pas les meilleures. Mais elles sentent quand même, parce que nous, sur notre muqueuse olfactive, on a 5 millions de récepteurs olfactifs. 5. Le bulldog français, il en a 120 millions. Et champion, c'est le Saint-Hubert qui en a 300 millions. Donc, ils peuvent de toute façon détecter. Il faut savoir que chez le chien, il y a environ un tiers du cerveau qui est consacré à l'interprétation des odeurs, à la détection des odeurs. Nous, c'est 5%. Donc, nous, au niveau odeur, niet, quoi. Donc, les chiens vivent dans un monde d'odeurs. Donc, normalement, alors, je ne sais pas quelle est la quantité infime d'odeurs de maladies, de cancers, etc. Mais normalement, tous les chiens devraient le sentir. Déjà ça. Ensuite, concernant la formation d'un chien pour qu'il reconnaisse une odeur, par exemple l'odeur du cancer du sein, ça dure quand même plusieurs semaines par des professionnels parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans l'état des choses, peut-être que tous les chiens peuvent détecter des maladies. En tout cas, si on les forme vraiment sur une odeur, ils peuvent marquer l'odeur quand ils la détectent. Et c'est exactement comme les chiens qui recherchent de la drogue, de l'argent, voilà, les douaniers, etc. Ils ont été dressés pour détecter certaines odeurs. Alors, pas toutes les odeurs, mais certaines odeurs. Et justement, du coup, on peut les créancer, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on dit. On peut les créancer pour plusieurs odeurs ou, je veux dire, on peut les faire drogue, par exemple. On pourrait dire drogue, truffe, maladie. Ou généralement, alors je crois que généralement, on les laisse sur une odeur. Mais on peut dire que finalement, on peut leur en apprendre plusieurs. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si tu trouves quelque chose, tu as une récompense. Alors, la récompense, ce n'est pas forcément la friandise. Hein. Les chiens douaniers, les chiens détecteurs de maladies, ce qu'ils ont comme récompense, c'est le jeu avec leur maître, les félicitations du maître. C'est un jeu pour eux. En fin de compte, c'est comme, tu sais, les destins où il faut trouver des personnages voilà, tu cherches, tu trouves, et tu es content parce que tu as trouvé, c'est un jeu. Donc pour ces chiens-là, c'est un jeu. Il faut juste savoir comment leur apprendre que dès qu'ils sentent cette odeur, il faut le signaler. Et c'est ça le jeu, c'est découvrir cette odeur ou telle autre, ou telle autre, ou telle autre, parce qu'ils peuvent retenir pas mal d'odeurs. Bien entendu, ils sont intelligents. Alors, bien entendu, ces chiens-là, on leur demande de retenir une seule odeur concernant, par exemple, le Covid ou l'odeur du cancer du sein. Mais bien souvent, ces chiens-là, ils ont appris déjà à rechercher d'autres odeurs. C'est pas limité en fin de compte. Ce qu'il faut faire, c'est que dans leur tête, ils associent l'odeur à quelque chose de bien, ils vont être récompensés. Voilà. Et donc, toi qui connais K-Dog et qui a déjà fait des tournages là-bas, en attendant le retour d'Isabelle, tu peux nous dire justement un peu comment ça se passe, comment est-ce que
comment est-ce que ça se passe pour les chiens, puisque là, du coup, c'est le but de ce show, c'est qu'il n'y a pas d'image, mais pour que les gens imaginent un peu, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le chien, où est-ce qu'il s'entraîne, dans quoi est-ce qu'il recherche, comment est-ce qu'il dit, tiens, cet échantillon, il est positif, celui-là, il est négatif, tu vois, pour expliquer un peu, du coup, aux gens de la communauté comment ça se passe. Alors, on apprend aux chiens à mettre le nez d'abord dans un petit tube, si vous voulez, pas un tube, comment ils appellent ça? Il faudra le demander justement à Isabelle, mais derrière, il y a une compresse. Et la compresse a été imbibée de sueur, c'est-à-dire qu'on a demandé à une femme, je ne sais pas si Isabelle l'a précisé ou pas, à des femmes de mettre la compresse sur un sein pendant une nuit, et puis des compresses stériles, hein, bien sûr, qu'on a après mis dans quelque chose de stérile pour envoyer juste au centre de formation des chiens. Et puis, on met ces compresses dans des bocaux stériles et avec juste un tube où ils mettent le nez pour sentir l'odeur qu'il y a dans le bocal. Et alors ils font plusieurs bocaux comme ça, l'un après l'autre, pour sentir et pour chercher cette fameuse odeur. Et s'ils trouvent l'odeur, ils marquent, c'est-à-dire qu'ils apprennent pour marquer, pour dire c'est bon, je l'ai trouvé, où ils se mettent à quatre pattes, où ils envoient, où ils ont une attitude, ils envoient un signal à leur maître comme quoi là, ils ont senti l'odeur. Alors, bien entendu, ils font des exercices où des fois, il n'y a pas d'odeur. Oui, où c'est piège et où... oui, parce que sinon, le chien va se dire, sur les 4, là, il faut que je trouve un où il y a une odeur, je m'arrête devant n'importe lequel et puis c'est bon. Non, ils savent pas s'il va y avoir des odeurs ou pas de cancer. Donc, ils vont de bocal en bocal pour sentir ces compresses qui ont de la sueur et pour savoir s'ils trouvent ou pas cette odeur. Et de toute façon, s'ils ne trouvent pas cette odeur, à la fin de ce jeu, parce que c'est un jeu pour eux, c'est vraiment un jeu, ils sont impatients. Moi, je les ai vus entrer dans la pièce pour justement sentir toutes ces odeurs. Ils sont impatients, ils sont excités, tout comme s'ils allaient jouer à quelque chose. Et puis, ils se retrouvent dans la pièce, toc, ils deviennent sérieux. Ils se disent, là, on attend beaucoup de choses de moi, donc je suis sérieux. Et ils passent comme ça de bocal en bocal. Et puis après, ils arrivent sur un tapis. Et même s'ils n'ont pas trouvé l'odeur, on les récompense par un jeu, parce que ce qu'ils veulent, c'est un jeu, une attention du maître. Mais c'est un jeu, c'est vraiment un jeu pour eux. C'est un truc ils sont hyper excités à l'idée de trouver l'odeur. Alors attends, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui se connecte pour une question. Et il y a Laetitia qui nous demande, Laetitia justement. Eh bien non, c'est moi. Ah Surprise, je m'appelle Inde. Eh oui, mais non, mais ça arrive parce que vu que les gens peuvent se connecter pour parler avec nous, je croyais qu'il y avait une question. Mais c'est pas grave, c'est nickel. On est très heureux de te retrouver, Isa. Je suis désolée, je n'y arrivais pas. Donc, il y a déjà plusieurs questions. Donc, Laetitia nous a parlé du coup de comment est-ce que ça se passait en fait lorsque les chiens recherchaient du coup l'odeur. Comment est-ce que ils jouaient et puis après ils trouvaient effectivement en fonction des cônes où il y en avait, voire pas du tout. Le cône. Et là justement, le nom depuis tout à l'heure, c'est un cône. Les cônes. Et donc là, il y a Laetitia justement qui nous pose une question. Est-ce qu'il y a un danger pour le chien? Donc je vous laisse répondre l'une ou l'autre ou vous complétez, c'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a un danger du coup pour le chien quand il sent l'odeur? Par exemple, on pourrait dire d'attraper une maladie. On sait que ça paraît un peu compliqué, mais c'est une question auquel effectivement on peut répondre. Peut-être la vétérinaire du coup. Bon. Et il y a d'autres questions pour Isabelle de toute façon. Donc je te laisse répondre Laetitia sur cette partie. Bon, concernant l'odeur du cancer, il n'y a bien sûr aucun danger puisque ce n'est pas dans l'odeur que le cancer se transmet. Concernant les maladies, par exemple les chiens détecteurs de Covid, on ne leur demande pas d'être en contact avec un malade ou une personne pour savoir si cette personne est contaminée ou pas par le coronavirus. On leur demande de renifler des compresses qui ont de la sueur axillaire, c'est-à-dire de dessous du bras. Et on sait que dans cette sueur, il n'y a pas de toute façon de virus. Le virus, donc ils ne peuvent pas être en contact du virus. Ils sont en contact de l'odeur du virus. C'est ce que disait du coup Isabelle tout à l'heure, c'est effectivement cette fameuse odeur que les chiens vont détecter. Et alors du coup, Isa, avant de répondre aux autres questions,
tu peux peut-être, même si Laetitia en a un peu parlé, tu peux peut-être préciser comment ça se passe, comment est-ce que vous récupérez les compresses, etc. Et un peu comment se passe le processus. Parce que là, du coup, on a pas mal de questions sur comment on peut aider du coup la recherche. Pour la détection du cancer du sein, pouvons-nous toutes participer? Si oui, comment ça se passe? Donc, il y a quelques questions sur le sujet, mais avant d'y répondre, je pense que c'est bien d'expliquer du coup aux gens, effectivement, le process de comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Et puis en plus, tu vas voir qu'on a des nouvelles perspectives parce que c'est vrai que pour l'instant, on avait travaillé donc sur les compresses et sur la sueur, un peu pareil que le Covid. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était quand même un exercice extrêmement difficile pour le chien, donc il a des problèmes de variabilité. Il y arrive, et puis il y a des périodes où il est sans doute fatigué ou pas envie de jouer, comme ça nous arriverait à nous. Et ce problème de variabilité, qu'on a pu voir grâce à une étude qu'on a fait sur un grand nombre de personnes. Et c'est pour ça que c'est important quelquefois que les études durent longtemps. Tout le monde nous dit ah ben pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce qu'il y a des choses qu'on observe que dans le temps. Et en faisant une étude sur une longue période, s'est rendu compte de cette variabilité. Donc on s'est dit comment l'aider, le chien, à faire cette détection. Et ça, Isa, je te coupe juste, Ouais. mais on peut peut-être préciser le nombre de chiens qui ont participé depuis le début à l'étude et combien actuellement il y en a du coup à Caddock, puisque c'est là qu'ils sont. Combien est-ce qu'il y a de chiens actuellement en train de travailler? Et puis tu peux même peut-être préciser, est-ce qu'il y a des races qui étaient un peu prédisposées, puisqu'on en a parlé avec Laetitia tout à l'heure? Et est-ce que il y a typiquement des races où tu t'es dit... J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, donc j'espère qu'on va être synchro. Ouais, non, mais, et puis on pourra y revenir. Mais du coup, tu en parlais notamment, tu vois, du bulldog français qui va quand même être beaucoup moins apte, par exemple, qu'un Saint-Hubert. Et toi, dans les races que tu as utilisées, justement, est-ce qu'il y a des races où tu t'es dit, bon, là, effectivement, c'est incroyable, c'est vraiment ce qu'on recherche? Ou à l'inverse, voilà, d'autres tu t'es dit, non, c'est pas du tout pour nous. Alors, Voilà. j'adorerais travailler avec un Saint-Hubert, hein. Mais il y en a peu en France. Donc nous, on travaille avec des Malinois, des Labradors et des Springers. Voilà, petits chiens de chasse. Donc au départ, on a commencé avec 2 superbes Malinois. C'est avec eux qu'on a fait la preuve de concept, hein. Il y en a un qui s'est arrêté au bout de plusieurs années chez nous parce que justement il s'était lassé et on n'avait pas envie de contraindre le chien. Donc c'était un Malinois qui était devenu très câlin et qui avait très envie de passer du temps avec l'homme, donc il a été adopté par un monsieur fan de Malinois et j'ai des photos régulièrement et il a une vie vraiment heureuse. Nikios, qui était notre chien le plus performant, un chien absolument exceptionnel, avait une leishmaniose et il est décédé au moment du Covid. Donc ça a été difficile parce que en plus moi je suis infirmière, je suis à l'hôpital, donc c'est vrai que c'était inapproprié à ce moment-là de s'arrêter sur cette perte qui était importante parce que c'était vraiment le chien sur lequel on comptait le plus et puis qu'au bout de plusieurs années, enfin moi j'y étais très très attachée. Et donc on a à l'heure actuelle un autre Malinois qui s'appelle Owen, un labrador noir qui s'appelle Nougaro, et un Springer qui s'appelle Prince. Voilà. Et on a eu un autre labrador, Odin, qui s'est montré pas très performant. Donc on s'est dit, tiens, puisque souvent on nous dit pourquoi chez vous ils mettent tant de temps à être dressés alors qu'un chien d'explo ou drogue explo, ça va beaucoup plus vite. On s'est dit, tiens, Odin qui est un bon chien et qui aimait bien cet exercice de jouer, puisqu'on ne le garde pas dans Cadog, on va voir, on va le mettre en formation drogue explosif et voir comment il performe. Et il a performé très très bien, hein. Il a validé en 3 semaines, 1 mois ses épreuves et actuellement il est avec son maître, il garde des centrales nucléaires. Comme quoi un chien qui avait beaucoup de mal dans le Cadog, pour le coup, ça ne lui a pas posé de souci d'être sur des odeurs plus fortes. Et ça, je pense que c'est une notion importante en détection, et je vais revenir sur là où on en est. C'est que, évidemment, selon les maladies et selon ce qu'il y a à détecter, les odeurs peuvent être plus ou moins fortes, donc c'est des exercices plus ou moins difficiles pour l'animal.
Donc nous, suite à notre étude clinique, on s'est dit il y arrive, mais c'est vraiment difficile et fatigant. Comment on peut faciliter le travail du chien? Si c'est plus facile, il y arrivera mieux et ça sera plus stable. Donc on a stoppé sur la sueur et on va recommencer le travail en 2023, mais sur les urines. Pourquoi? D'accord. Parce que les urines, c'est beaucoup moins contaminé. Et on est sûr que nos échantillons, on les maîtrise mieux. Tu vois, tu peux prendre 1 millilitre d'urine, tu peux pas prendre forcément 1 millilitre de sueur. Donc là, du coup, pour bien expliquer à la communauté, Isa, c'est donc les gens, par exemple, le matin à jeun, le patient fait pipi dans un bocal comme on le fait quand on va faire des analyses. Ça part Exactement. du coup chez Cadog. Et là, effectivement, du coup, au lieu de le faire sur effectivement de la sueur, dans les cônes, ils pourront sentir au loin l'urine du coup du patient et dire s'il est oui ou non atteint. Exactement. Ok, Exactement. super. C'est ce qu'on est en train de préparer. Ça ne veut pas dire qu'en attendant, on ne fait rien. En ce moment, on fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la détection. En ce moment, on fait une étude de seuil. C'est-à-dire qu'on essaye de voir jusqu'où un chien peut descendre au niveau de seuil d'odeur et avec différentes odeurs. Parce qu'à un même seuil, il y a des odeurs qui vont sentir très très fort et d'autres odeurs qui vont rien sentir. Et justement, on est en train de voir jusqu'à où il peut descendre selon quel type d'odeur. Donc ça, c'est un travail qu'on fait et qui est intéressant parce qu'il a été très peu fait en sciences. Et il pourra nous aider aussi peut-être à faire passer plus rapidement des tests aux chiens pour se dire, bah, ce chien-là, bah, il sera peut-être bien pour Cadog. Celui-là, bah, il sera peut-être mieux en drogue explosif. Celui-là, bah, définitivement, c'est pas son truc. Mais essayer de gagner un petit peu de temps et que le chien continue à s'amuser quand il fait ce D'ailleurs, travail. je vais te couper Isa parce que je sais pas donc si Mathieu qui est un fidèle spectateur du show qui est là souvent, Mathieu il nous a parlé il y a pas longtemps. Il a créé une société qui est hyper bien, enfin moi je trouve très très bien et je pense qu'on a l'occasion même d'en faire une émission où vous serez évidemment les bienvenus toutes les deux. Parce que lui il a créé une association, il était maître chien, enfin, il a créé une entreprise d'ailleurs, où en fait bah, du coup il récupère des chiens de travail qui sont très nombreux en refuge et malheureusement pas toujours adaptés à la vie de famille, parce que c'est des chiens qui sont faits pour bosser, notamment bien sûr les TIA, comme tu sais, les refuges sont blindés de malinois, qui sont souvent des malinois de travail. Et lui justement, bah, il les récupère dans les assos et il les reforme entre guillemets pour qu'ils puissent intégrer un circuit différent en fonction de la vie de l'animal et ce qui est le plus adapté à lui. Et du coup, je rebondis sur la question d'Hervé. Bonjour Hervé, bienvenue. Hervé qui dit, alors du coup, c'est aussi une question pour toutes les deux et vous pourrez vous compléter parce que pour le coup, Laetitia connaît bien les chiens d'avalanche également. Bonjour, je voulais savoir comment je peux rentrer dans le processus pour la formation d'un chien. Je suis actuellement maître chien d'avalanche. Donc, est-ce que vous recherchez des maîtres chiens à Cadog? Est-ce qu'on peut lui proposer voilà, des choses? Donc, je te laisse peut-être répondre, Isa, et puis Laetitia pourra complètement compléter derrière. Alors pour l'instant, nous, l'équipe est complète. Alors c'est une petite équipe, hein, ils sont 2, mais ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Donc moi, je demande aux maîtres chiens qui sont intéressés et motivés s'ils peuvent m'envoyer un petit mail avec leur CV, de manière à ce que si la situation change, je puisse les recontacter. On est dans Ok. un projet de recherche, hein, donc on n'est pas dans un projet de déploiement. Donc c'est vrai qu'on fait attention, on doit aussi respecter nos budgets de recherche simplement et on Bien. n'a pas de grande capacité. Hervé, à la fin de toute façon, demande toujours aux invités où est-ce qu'on peut les retrouver. Et donc, du coup, je donnerai les réseaux sociaux et de Isabelle et de Laetitia. Et tu pourras bien évidemment envoyer un message à Isabelle. On donnera tout ça à la fin. Et donc, je voulais juste rajouter par rapport à Isabelle qui parlait qu'il y a des chiens qui sont, on dira, meilleurs que d'autres. Et c'est vrai, c'est bien de le souligner, c'est que pour moi, ils peuvent sentir l'odeur. Mais après, il y a 2 choses. Il y a la motivation du chien. Par exemple, un chien d'avalanche, est-ce qu'il sera bien dans une pièce à mettre son nez dans des cônes plutôt que dans la nature à aller chercher des personnes sous l'avalanche? Il faut voir si ça le motive ou pas. Et la motivation est très individuelle. On est quand même sur du vivant. Donc le chien, même s'il aime son maître, peut-être qu'il peut ne pas être motivé par cet exercice, enfin ce jeu-là.
Et puis aussi la concentration. Il y a des chiens qui arrivent à se concentrer sur une odeur et pas d'autres. Par exemple, je mets du parfum et je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dans mon parfum. Est-ce qu'il y a de la rose? Est-ce qu'il y a du jasmin? Est-ce qu'il y a... Voilà, parce qu'il n'y a pas une odeur. Quand ils sentent de la sueur, il y a 10 000 odeurs, 10 000 molécules différentes dans la sueur. Enfin, 10 000, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il faut qu'ils retiennent une seule molécule ou un ensemble de molécules. Et il faut de la concentration aussi. Et il y a des chiens qui ne se concentrent pas, qui sont trop dans le jeu ou qui ça ne les intéresse pas de se concentrer, même s'ils ont la capacité d'un point de vue anatomique. Et c'est pour ça qu'il faut que cette sélection de chiens est importante. Et c'est pour ça aussi qu'il faut savoir motiver le chien. Et c'est là où le binôme est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le chien, c'est aussi le maître. Le maître doit absolument bien connaître son chien, savoir reconnaître quand son chien est fatigué, qu'il ne peut plus travailler, et savoir le motiver aussi pour qu'il travaille. Okay, bah merci beaucoup en tout cas pour les précisions Laetitia. Oui, je crois qu'effectivement, c'est important de le dire. Et du coup, on peut, il y a encore d'autres questions, mais Isa, je te laisse revenir du coup sur comment est-ce que, puisqu'il y avait des questions effectivement, là plus particulièrement de femmes, comment on peut aider à la recherche? Si oui, comment ça se passe? Alors oui, parce que sitôt qu'on remettra en place une étude clinique, on a besoin de volontaires. Alors, il y a une petite contrainte, et c'est qu'il faut être sûr que les volontaires sains soient sains. Donc, on leur demande aux femmes de répondre au dépistage qui leur est envoyé pour celles qui ont plus de 50 ans, pour s'assurer qu'elles sont indemnes de cancer. Voilà. Donc, de toute manière, pour ceux qui n'ont pas fait leur dépistage, c'est l'occasion de le faire avant de participer à CADOG. Faut pas, là je vais faire, on est à octobre rose, donc j'ai le droit, un peu de prévention. Le cancer du sein, c'est malheureusement une maladie qui est fréquente, mais on sait que si on la prend tôt, on en soigne plus de 99%. Donc il faut absolument répondre à ces dépistages organisés qui sont proposés pour toutes les femmes à partir de 50 ans. D'accord ? Et à ce moment-là, même si malheureusement un jour on trouve une maladie, si on réagit vite, vous avez de grandes chances de passer. Alors je ne dis pas que c'est très agréable d'être traité pour un cancer du sein, mais ça peut très bien se passer et en tout cas on en guérit beaucoup, ce qui n'est pas le cas si on prend du retard. Donc souvent il y a aux volontaires de CADOG qui disent je suis en retard de ma maman, on leur dit c'est l'occasion de le faire. Et une fois qu'on a les résultats, à ce moment-là, vous pouvez être inclus dans CADOG. Et donc, c'est réservé pour le moment aux femmes ou les hommes peuvent aussi participer? Alors, on n'inclut que les femmes. Pourquoi? Parce que le chien, vraiment, alors ça, il différencie très très vite les femmes d'un homme, que l'exercice est difficile. Et pour l'instant, nous, notre but, c'est de se dire, est-ce qu'il en est capable et est-ce qu'il peut faire du dépistage? Quand on fait du dépistage du cancer du sein sur la population générale, on ne parle que des femmes. Pourquoi? Alors, les hommes peuvent avoir des cancers du sein, mais généralement, ils le savent parce que c'est beaucoup plus des formes génétiques et des mutations génétiques, donc ils en ont dans leur famille. Donc, ils ont une surveillance particulière. D'accord? Par contre, si on s'amuse à inclure des hommes au milieu de nos prélèvements de femmes, au fond, les chiens vont marquer ce qu'on appelle la différence. C'est-à-dire qu'ils vont marquer qu'il y a une odeur particulière qu'ils n'ont pas l'habitude de reconnaître. C'est un homme. Voilà. Ah donc oui, d'accord. On va avec ça. Ouais, donc pour le moment, effectivement, c'est un peu prématuré que de les mélanger, on va dire, pour le moment, pour les exercices. Et je pense que si plus tard, on en fait une application clinique, de toute manière, ça sera des dépistages avec sur les femmes. Donc ça, en plus, le rationnel, tu vois, c'est beaucoup de perturbations pour les chiens. Il faudrait vraiment les habituer à avoir des prélèvements très mixés, hommes et femmes, en sachant qu'au départ, ils vont marquer cette différence qu'ils ont beaucoup de facilité à reconnaître entre un homme et une femme, pour après leur poser une autre question. Maintenant, tu as vu que c'est une femme, est-ce qu'il y a un cancer? Ça fait beaucoup de questions pour le chien. Et du coup, là, c'est une question. On en rajoute une, c'est de dire, dis-moi si c'est positif et dis-moi s'il n'y a rien. Parce que dans un dépistage, souvent, il n'y a rien. Il y a beaucoup de prélèvements négatifs.
C'est un chien de détection. Donc, plus tu vas multiplier les difficultés, plus tu as de chances que ton chien fasse des erreurs et c'est quand même pas le but. Alors là, c'est une question pour la vétérinaire. Donc, comment cela se fait que les chiens ont un tel pouvoir olfactif? Je viens de le dire tout à l'heure, hein, c'est parce que le chien, l'odorat, c'est quand même son premier sens et qu'ils vivent carrément dans un monde d'odeurs et un monde de phéromones. Ils ont non seulement une muqueuse olfactive avec, comme je disais, jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Ils ont aussi ce qu'on appelle un organe voméro-nasal, qui permet de détecter les phéromones. Ce sont des molécules, des messagers olfactifs qu'ils déposent et qui leur permettent de communiquer entre eux. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils arrivent à détecter des choses que nous on a un cerveau qui n'est pas fait pour ça. Enfin, de toute façon, ça ne nous sert pas beaucoup. En fin de compte, l'odorat, pour aujourd'hui, hein, l'homme moderne, bien sûr, notre cerveau, c'est 5% de notre cerveau qui étudie et qui mémorise les odeurs. Chez le chien, c'est un tiers du cerveau. Donc, on voit que quand même, l'odorat, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et alors, j'ai vu passer une question qui est très intéressante. C'est d'où est venue l'idée du chien détecteur de maladies? Alors, d'après ce que j'ai lu dans le quotidien du médecin à l'époque, c'est venu tout simplement des chiens compagnons qui ont détecté chez leur maître, sans formation, sans rien, quelque chose qui n'allait pas. Et on a toujours dans les écrits dit qu'il y a eu des cas documentés de personnes qui ont un chien de compagnie qui n'arrêtait pas d'insister sur un bouton, sur une jambe ou sur un bras, en léchant ou en reniflant ce bouton, enfin cette chose. Et la personne se graine de beauté, tout simplement. Et la personne se disait, mais pourquoi mon chien insiste comme ça? Pourquoi il lèche, il renifle ça? On a même aussi l'histoire d'une femme qui avait un chien qu'elle sortait, je crois que c'était un labrador, et pendant la sortie, à un moment, il s'est retourné sur elle, il a mis les pattes sur elle et puis il a senti son sein, et il semblerait que ça soit, c'est là où les médecins ont dit, mais parce que la personne elle s'est dit, mais j'ai un problème, j'ai peut-être un problème, je vais voir mon médecin. Le médecin avait diagnostiqué soit un mélanome, soit un cancer du sein, et c'est là où on s'est dit, mais alors le chien peut peut-être le sentir. Il y a peut-être Leslie d'ailleurs qui est là, et si elle est là, elle peut faire Alors, un petit juste, je dis, ouais, excuse-moi, c'était juste pour compléter. C'est tout à fait exact. Les premières publications, c'est 1989, le Lancet, qui est une fameuse revue médicale, et c'est un dermatologue qui a relaté ses expériences avec du mélanome, donc un cancer de la peau, et des personnes qui étaient venues consulter du fait du changement de comportement du chien. D'accord. Ouais, parce que il y a Leslie, tu sais, qui avait organisé une course pour Cadog d'ailleurs en Corse et qui en parle régulièrement. Elle est souvent sur le show, donc je ne sais pas si elle est là ce soir, mais où effectivement c'est ce qui était arrivé avec son petit chien qui est vraiment un tout petit chien et qui en tout cas lui avait, alors voilà, elle ne sait pas si c'est vraiment pour ça, mais il fixait effectivement que son sein, alors c'est pas du tout son habitude, et c'est là où elle s'est dit bon bah effectivement il faudrait peut-être que j'aille consulter. Mais du coup on peut imaginer, vu ce que tu dis Laetitia, que pour nos amis les chiens, du coup, déjà nous dans le métro c'est compliqué alors qu'on a que finalement très peu d'odorat comparé aux chiens, mais on peut se dire que pour eux dans le métro c'est l'enfer en fait. Ah oui, c'est vrai qu'ils vivent dans un monde d'odeurs, donc vous imaginez, nous déjà, on ne supporte pas les mauvaises odeurs dans un endroit fermé comme le métro, etc. Les chiens, c'est vrai que... Alors, il faut faire attention parce que on a tendance moi je trouve qu'on a trop tendance à mettre plein d'odeurs chimiques chez nous, et je pense que ça doit perturber quand même les chiens. On met du sambon, du machin, du truc pour masquer les odeurs. Moi je pense le moins d'odeurs possible. Même les parfums, des fois les chiens, quand on met du parfum, le chien il n'aime pas. Et Laetitia, du coup, est-ce que les odeurs, typiquement, tu as les phéromones, puisqu'on parlait de phéromones, on en parle de temps en temps sur l'émission, est-ce que les phéromones comme Adaptil, et d'ailleurs on avait déjà parlé avec Isabelle, est-ce que du coup les phéromones comme Adaptil, que tu mets dans la maison,
Du coup, là, par contre, c'est plutôt positif pour le chien, ou une Oui, fois de bien plus, sûr. ça reste une odeur qui est en plus. Donc ça, à l'inverse, Non, c'est quelque chose que nous, on ne c'est pas, sent pas. alors c'est Et pas que les mêmes circuits concernant, parce qu'il n'y a pas une analyse d'odeur comme une odeur, n'importe quelle odeur qu'il peut y avoir dans l'environnement. Les phéromones passent par un autre organe, c'est un peu un organe nasal accessoire, on va dire, qui s'appelle l'organe voméronasal et qui stimule cet organe et qui stimule les centres comme l'amygdale, etc., les centres d'émotion, parce que ça, c'est instinctivement, on connaît cette odeur quelque part. C'est pas une odeur, hein, c'est une molécule, mais c'est pas une odeur. Mais le chien, quand il naît, il sait qu'il reconnaît cette odeur, puisque c'est sa mère qui sécrète les phéromones au niveau de la mamelle, de la chaîne mammaire. Il reconnaît cette odeur et cette odeur a une action tout de suite sur ses émotions et sur son comportement. Mais ça, c'est génétique, si vous voulez. Donc, c'est pas oui, comme oui. l'odeur qu'on apprend, qu'on découvre, voilà. Mais Et que bien nous, on ne sent pas. entendu, la diffusion des phéromones dans l'environnement n'est pas quelque chose qui perturbe l'animal, puisque c'est quelque chose justement qui le calme et qui lui fait du bien. Il y a Laetitia qui nous dit, donc Laetitia, pas toi, mais une autre Laetitia, qui nous dit les chiens aiment de toute façon les mauvaises odeurs. Ça, c'est sûr, on est d'accord. On n'a pas la même perception des odeurs que le chien. Et donc, du coup, Isabelle, mais comme Laetitia, puisque du coup, on avait eu la chance d'assister au congrès CADOG il y a quelques années, donc que tu avais organisé à Paris, Isabelle. Il y a aussi, du coup, d'autres cancers, voire d'autres maladies, on peut peut-être en parler, qui pourraient, du coup, être détectés par nos chiens. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'équipes, enfin beaucoup d'équipes. Il y a plusieurs équipes qui travaillent à travers le monde sur le cancer du poumon, de la prostate, du col, La il y a vessie, quoi? la La vessie. vessie, du côlon. Voilà, donc plusieurs équipes qui travaillent, qui avancent. Après, c'est compliqué, hein, ces projets à les tenir sur la longueur, du fait aussi de travailler avec un être vivant, puisque, une étude, une recherche normale, une fois que tu as fini, dans un labo, tu rentres tes affaires et puis tu finis ton étude et tu peux la reprendre 6 mois après ou 1 an après, quand tu as des budgets de recherche et tu dois répondre à une nouvelle question de recherche. Là, c'est pas comme ça. Je veux dire, quand on prend des chiens de détection, c'est la responsabilité d'avoir des chiens et de faire vivre un projet et d'essayer de pas avoir de latence entre plusieurs questions de recherche, de manière à pouvoir garder tes chiens et faire vivre tout ça. Et donc il y a aussi cette complexité qui est bête, mais liée à l'organisation de la recherche, au coût de la recherche, à avoir à chaque fois ces autorisations pour prélever sur la personne humaine. Donc c'est aussi ça qui rend difficile le travail de chacun. Et du coup, une autre question, Isabelle, quel est l'intérêt finalement de le faire avec un chien alors que jusqu'à présent, il y avait la mammographie, etc. Donc du coup, c'est quoi le plus de le faire avec un chien? Alors, l'idée de CADOG initialement, ça a été beaucoup pour les pays à faible accès aux soins, où malheureusement les femmes ne peuvent pas avoir accès à la mammographie et à l'échographie. Donc l'idée, c'est de faire un pré-test où sur une population, tu essayes de voir qui semble avoir un cancer et pouvoir l'orienter vers l'échographie, la mammographie, qui restera indispensable, parce que si tu as un cancer, il faut bien savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il faut biopsier pour avoir l'anapathe exactement, de savoir de quel cancer il s'agit. Parce que tu n'as pas qu'un cancer du sein, tu as plusieurs cancers du sein. C'est aussi peut-être ce qui rajoute de la complexité pour nos chiens CADOG. Après, heu, on va tous bien et là je vois que si tout le monde est connecté, c'est tout le monde a un téléphone portable et tout ça. Alors tu vas me dire: «C'est maintenant, c'est assez fréquent et banal». Ben non, il y a toujours des personnes pour lesquelles c'est difficile d'aller passer une écho-mammo dans des zones rurales ou des personnes en situation de handicap. Et c'est un peu pour, toutes ces personnes-là aussi qu'on a imaginé au départ CADOG. Une troisième raison, tu vois, si on me lance là-dessus et sur le cancer du sein, c'est bien mon métier, c'est facile d'accéder à la mammographie. Pourtant, en France, il y a environ 50 des femmes
répondent uniquement au diagnostic, à l'examen de mammographie qu'il leur est proposé de faire tous les ans. Donc, c'est signe qu'il y a des réticences et des gens qui n'y vont pas. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, si on propose plusieurs choses, peut-être qu'il y a plus de femmes qui répondront au dépistage et que ça nous permettra, si on les prend tôt en charge, d'en guérir davantage. Et alors, autre question de maths, et là pour le coup c'est un peu pour toutes les deux, puisque vous êtes toutes les deux des scientifiques. Et donc c'est que faudrait-il pour que ce soit reconnu, c'est une super bonne question je trouve, par la médecine traditionnelle? Alors c'est reconnu, hein. C'est reconnu. C'est reconnu, mais c'est avec des études, je pense, enfin ça je pense que tu peux Oui, préciser, du coup, c'est les études qui font que c'est reconnu. C'est les oui, études, alors, c'est Comme les tu disais, publications, c'est les publications dans des revues de médecine internationale, etc., qui font que c'est reconnu. Et comme disait Isabelle, il y a plusieurs équipes dessus. C'est pas, on sort pas comme ça. Voilà, il y a des années d'études dessus. On n'a pas eu l'idée comme ça du jour au lendemain de le faire. C'est vraiment, il y a beaucoup d'études dans le monde qui travaillent dessus sur les différents cancers dont tu as parlé, sur d'autres maladies, même j'ai entendu sur la maladie de Parkinson. Donc, c'est formidable, je trouve ça formidable. C'est que ça commence à s'ouvrir dans le milieu médical, j'ai l'impression. alors moi, enfin, j'ai l'impression, je ne vais pas dire j'ai l'impression parce que je le sais bien, c'est tout à fait accepté à partir du moment où on se pose les mêmes exigences que pour tout autre outil diagnostique. Si on veut mettre sur le marché un outil diagnostic matériel, hein, on est obligé d'avoir fait des études cliniques et d'avoir démontré une stabilité de cet outil diagnostique, hein, et de savoir combien il a de sensibilité, c'est-à-dire de capacité à reconnaître la maladie quand elle est là, et de spécificité, ses capacités à dire quand il n'y a pas la maladie. Parce que si tu as une sensibilité à 100, ça veut dire que ouais, le chien, il arrive à détecter à chaque fois s'il y a un prélèvement. Mais s'il fait ça parce qu'il marque tout et que du coup, il est incapable de dire quand est-ce qu'il n'y a pas de maladie, ça sert à rien. Donc un bon outil diagnostique, c'est un outil diagnostique avec une bonne sensibilité et une spécificité correcte. Et quand on mène ce type d'études, on se met les mêmes exigences que si c'était un autre outil diagnostique. À partir du moment où tu joues avec les mêmes règles de la recherche et que tu arrives au même niveau de preuve, la communauté scientifique, elle n'a plus rien à dire. elle le dit. Et du coup, Laetitia, la question pour toi, est-ce que les vétérinaires ont un rôle à jouer, du coup, justement, dans ce programme scientifique? Est-ce qu'on les inclut? Est-ce que n'importe quel vétérinaire peut aider, voilà, que ce soit en parlant ou ce genre de choses? Et ta profession, du coup, ta profession et Bah, les écoles, peut-être, quelque chose Oui, à bien faire? sûr, oui, puis il y a on pense bien sûr dans les écoles, à l'école vétérinaire d'Alfort avec le programme Nosaïs Covid-19, mené par Dominique Rangeant, le professeur Dominique Rangeant. Et ça veut dire que oui, les écoles s'impliquent, les écoles vétérinaires, parce que les vétérinaires connaissent bien l'animal, connaissent bien et sont aussi garants du bien-être animal. Parce que là, on parle des performances de ces chiens, mais ce qui est plus important, c'est quand même que ces animaux, pour qu'ils puissent être performants, il faut qu'ils soient en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Et c'est vrai que c'est là où le vétérinaire a son importance pour justement préserver cette santé de l'animal, qu'elle soit physique ou mentale. Et puis c'est vrai que nous, pour nous, et on le dit depuis très longtemps, il n'y a qu'une seule santé, c'est-à-dire qu'il y a la santé animale, mais il y a la santé humaine et la santé de l'environnement. Et chaque santé est dépendante de l'autre. C'est-à-dire que la santé humaine est dépendante de la santé animale, qui est dépendante de la santé de l'environnement, qui est dépendante, etc. Donc, pour nous, médecine, vétérinaire, voilà, c'est la même santé. Et puis, il Et toi, faut travailler ensemble. Et je vais rebondir, hein. Évidemment, nous, on est encadré de vétérinaires depuis le départ pour la surveillance de l'état de santé des animaux et puis aussi plein de questions, hein. Moi, je connaissais peu, enfin, je connaissais le chien, mais comme tout le monde, pour en avoir eu à la maison et leur avoir fait plein de câlins. Là, c'est quand même, on est tout le temps, sans cesse, en train de se poser des questions et
alors bien sûr, il y a les cynos qui accompagnent les chiens, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de questions récurrentes avec, les vétérinaires, je sais pas, que ça aille aussi, du temps de travail, des capacités du chien, heu, aussi du comportement, pendant le travail du chien, je sais pas, pour moi, quand par exemple, quand un chien bâillait, bah, c'est qu'il était fatigué comme nous. Là, les vétérinaires, qui travaillent avec nous nous ont dit: «Non, bah, quelquefois ton chien il bâille parce qu'il est stressé et là peut-être qu'il est trop stressé au travail, donc fais différemment». D'ailleurs, Laetitia, tu peux peut-être compléter par les des signaux d'apaisement donc chez le chien, qui sont évidemment très importants, et là qui concernent un peu tout le monde, effectivement, qui a son propre chien. Et Lisa a raison, c'est vrai qu'au début, on pense qu'il bâille, et en fait, pas forcément. Pas forcément, c'est des signes, ce qu'on appelle des signes d'apaisement, c'est des signes entre chiens normalement pour indiquer à l'autre qu'il est mal à l'aise et qu'on veut arrêter soit le contact, soit la situation. Et là, quand un chien commence à bâiller, alors je dis pas il se réveille, il fait il bâille, bon voilà. Mais quand il commence à bâiller dans des situations où il travaille, par exemple, et ben, ou quand il commence à bien se lécher la truffe, euh, là, ça veut dire quand même qu'il est mal à l'aise, donc ça veut dire qu'il est stressé, qu'on lui demande trop, parce que c'est quand même un petit peu comme nous, même si c'est un jeu pour lui, on lui demande beaucoup. Donc à un moment, peut-être qu'il ressent un malaise et il l'exprime. Et c'est vrai que si on ne reconnaît pas ce malaise, le chien est de plus en plus stressé, et un chien stressé ne travaille pas bien quelque part, puisque voilà, il est envahi par les émotions. Ce qu'on demande, c'est quand même qu'il soit concentré. Les amis, il nous reste plus que quelques minutes, comme d'hab, ça passe beaucoup trop vite, surtout quand c'est passionnant comme ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'après, on va devoir rendre l'antenne. Donc, si vous avez des questions, surtout, allez-y, on est là pour y répondre. Enfin, particulièrement, d'ailleurs, Laetitia et Isabelle. Donc, n'hésitez pas. Et donc, du coup, en ce mois d'octobre rose, Isabelle, tu en as un peu parlé. Mais donc, du coup, là, c'est effectivement, on parle plutôt féminin, mais enfin des femmes. Mais du coup, c'est vraiment important d'aller se faire dépister. À quel âge, pour quel type de cancer? Enfin, si tu peux peut-être dire quelques mots là-dessus, sur effectivement les maladies. C'est vraiment à partir de 50 ans. Dans certaines familles, il y a d'autres risques, mais si on va consulter régulièrement son gynécologue, et ça je pense qu'il faut le faire dès qu'on est adolescente, ça fait vraiment partie de la vie d'une femme d'aller voir régulièrement le gynécologue qui va lui, questionner les femmes, et s'il y a un risque, s'il lui semble qu'il y a un risque dans la famille, lui prescrire avant 50 ans les examens, nécessaires. Et à partir de 50 ans, vraiment, une mammographie par an, c'est pas très agréable, mais il faut vraiment le faire. Ça, c'est comme ça qu'on traite, avec des traitements conservateurs, des traitements plus légers. Donc vraiment, vraiment, je pense que moi j'aime bien Octobre Rose parce que c'est tous les ans une occasion de rappeler ces règles de prévention, rappeler aux femmes aussi, qu'il faut pratiquer l'autopalpation, palper ses seins, regarder si on a un doute, aller reconsulter son médecin traitant, son gynécologue. Et j'en profite parce qu'après octobre, c'est novembre, donc parce que là tous les hommes du groupe se disent: «On est tranquille», et bien en novembre, c'est November, c'est les Et on met la moustache. on met la moustache, tu es déjà en avance sur, November, et là aussi, les messieurs doivent faire attention, à leur santé. Les cancers du testicule, par exemple, c'est des cancers des hommes jeunes, et il faut aussi aller consulter. Il y a trop de tabous par rapport à ça. Donc, tu vois, j'en profite puisque tu es avec ta moustache pour rappeler que, bah, là, ce mois-ci, on rappelle aux femmes cette importance-là, et en novembre, on rappellera à tous les hommes et les jeunes hommes, hein, l'importance aussi, de faire du dépistage. Là, dès qu'on aura terminé, je t'annonce, je vais aller me palper, tu vois. Je vais juste vérifier si tout va bien. Et je pense qu'il y en a même à la maison qui actuellement sont en train de se palper en nous écoutant, tu vois, pour être en merde, attends, est-ce que tout va bien? Ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire ça, tu vois. Et donc, et Isabelle, donc tu as des partenaires comme Cerise, Royal Canin, etc. Est-ce que les gens peuvent aider Cadog, parce que je sais qu'il y a des chefs d'entreprise, enfin voilà, c'est de toute façon à l'image de la population française, il y a des chefs d'entreprise, des salariés. Donc du coup, est-ce que
Les gens peuvent aider CADOG autrement, mais bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, en participant à la recherche quand ce sera ouvert, notamment sur l'urine. Mais est-ce que les gens peuvent aider CADOG? Alors oui, généralement, on tient notre site assez à jour, qui est hébergé par l'Institut Curie, parce que CADOG, ça fait vraiment partie de l'Institut Curie, le centre de lutte contre le cancer. Donc il suffit de taper CADOG Institut Curie ou CADOG tout seul, et le reste arrive après. Il y a toutes les explications sur nos différents projets, parce qu'il y a les chiens, mais on fait aussi de la chimie, on fait des études de matériaux, on fait pas mal de choses. Et là, il est possible évidemment de faire des dons. C'est aussi sur ce site, quand il y a besoin de volontaires, qu'on va le signaler. Et puis, tu le sais, puisque tu m'as toi-même aidé. CADOG, c'est aussi quelquefois une réunion de compétences, hein. Là, toi, tu m'as aidé pour les réseaux sociaux parce que tu sais que je suis nulle, et donc tu m'as dit je vais t'aider pour pouvoir communiquer. Et il y a toutes ces compétences-là aussi qui s'ajoutent à CADOG et qui sont importantes. Les premiers calls qu'on a fait, c'est quelqu'un qui m'a dit moi je sais souder. A priori, tu peux te dire qu'est-ce que tu viens faire dans une recherche scientifique? Bah, heureusement que volontaire s'est porté volontaire parce que c'est lui qui a soudé, nos premiers cônes. Donc tu vois, les compétences des gens, elles sont multiples, hein, et dans ce type de projet, bah, quelquefois, on a besoin de compétences multiples. Donc les gens peuvent filer sur le site de CADOG, donc qui est hébergé sur le site de Curie. Donc vraiment aller voir et comme ça vous pouvez proposer votre aide. Et alors je ne sais pas si on peut en parler, mais j'aimerais bien aborder le sujet avec vous. Apparemment il y aurait d'autres espèces finalement que les chiens, donc d'autres espèces animales qui pourraient détecter les maladies. Ouais, alors, bah, la vétérinaire plus que moi, hein, je pense que le chien c'est pratique, hein, mais il y a beaucoup, récemment il y a eu, une étude faite sur la fourmi, alors c'est une étude très préliminaire. Je crois que le mieux, mais là encore c'est sous contrôle de la véto, ça serait l'éléphant, mais tu vois, c'est un petit peu compliqué pour nous. Entre la fourmi et l'éléphant, ouais, ça fait un cap. Ouais. Et puis alors, dresser une fourmi, c'est difficile quand même. Vraiment, c'est ça le problème, c'est que ce serait plus difficile de lui apprendre de marquer, mais peut-être qu'il y a une façon justement de lui apprendre à marquer quand elle sent une odeur. Puis l'éléphant, pareil. On est quand même sur du vivant, donc il faut que ça ait quand même un intérêt pour eux. C'est ça aussi, c'est que le chien, l'intérêt, c'est de jouer avec son maître. L'éléphant, il faut que ça ait un intérêt aussi pour lui de le faire. Il ne va pas le faire gratuitement pour la cause, même si la cause est noble, hein. C'est pas ça, hein. Mais je pense qu'il faut quand même se mettre à la place de l'animal et savoir est-ce qu'il est prêt à faire ça, à reconnaître des choses et pourquoi, quel est le but pour lui. Bah, merci Et puis, beaucoup. moi de l'autre côté avec ma blouse, je vais te dire parce qu'on m'avait proposé au départ, on m'avait dit, «Pourquoi tu travailles pas avec des rats?» qui sont aussi Oui. des bons animaux qui font Oui, bien de c'est la vrai veto. qu'ils détectent les mines notamment, les mines antipersonnelles, tout à fait. Ouais, puis la tuberculose, il y a des équipes qui les entraînent Oui. sur la tuberculose avec des bons résultats, hein, en Nouvelle-Zélande. Il y a des très, très belles études, faites par des équipes. Le truc, c'est que là, nous, on va dépister des femmes qui ont peur d'avoir un cancer. Et je pense dire, bah, vous avez peur d'avoir un cancer, on va envoyer des analyses à des rats. Mm. Ouais. Je pense qu'à un moment, il faut aussi faire un lien sympathique, hein, entre les êtres vivants et les humanités. Et pour moi, le chien m'a semblé bien plus doux par rapport à cette annonce difficile Mm. quelquefois qu'est l'annonce d'un cancer du sein. Mm. Et du coup, je rebondis sur Laetitia, puisque alors moi, pour le coup, je ne sais pas du tout. Le rat, ça a un meilleur odorat que le chien, c'est à peu près pareil, c'est différent. Je pense que après, je pense que c'est équivalent puisqu'ils arrivent à détecter les mêmes odeurs que le chien. Je pense que c'est équivalent. Après, c'est une espèce qui n'a pas une espérance de vie aussi longue que celle du chien. Et, Ouais. et c'est vrai qu'il y a une motivation alimentaire chez le rat, hein. Et puis, c'est des animaux qui sont très intelligents. Donc, ils mémorisent pas Il mal s'éduque de... bien pour le coup. Pardon? Pour le coup, il s'éduque bien.
Ah oui, mais d'abord, c'est des animaux qui sont très sociables, qui s'attachent à l'homme et qui peuvent être motivés par de l'alimentation, tout simplement des friandises, etc. Mais alors, au niveau d'aura, je ne sais pas qui gagne entre le chien et le rat. J'avoue que Bah, moi peut-être non le plus, donc chien, on mais se je ne sais pas. renseignera, Vous me direz. ça nous fait une question pour la fin. On arrive à la fin de ce show. Donc, les amis, comme vous le savez, vous pouvez retrouver le replay dès demain sur le site de whoopets.fr ainsi que tous les épisodes précédents. Donc, n'hésitez pas à le partager et surtout, n'hésitez pas à écouter les bons conseils d'Isabelle et aller vous faire dépister si vous avez plus de 50 ans et surtout passer le message autour de vous. Et le message d'Octobre Rose, je pense qu'on peut le dire tous les trois, c'est hyper important. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec vous ou tout simplement vous suivre sur les réseaux sociaux, Isabelle, je crois que tu n'es que sur LinkedIn. Voilà, donc c'est Isabelle Fromentin sur LinkedIn. Et par contre, vous pouvez très bien parler avec les équipes de Cadog sur Instagram et sur Facebook. C'est cadog.puri. Donc vous pouvez les retrouver. Comme on le disait, si vous voulez aider Cadog, qui fait un travail qui est vraiment formidable. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce programme, comme Isabelle le sait et je le suis depuis quelques années. Et Laetitia aussi, qui a été tournée plusieurs émissions avec Isabelle. Donc, eh bien, allez sur le site de Curie dans la rubrique Cadog et vous pourrez du coup les aider et même voir quand il y a des besoins pour la recherche. Et Laetitia, toi, si on veut te retrouver, c'est Instagram, Facebook, LinkedIn? Voilà. Insta ou Ok. Twitter, Facebook. Elle est beaucoup plus branchée que moi. Hein. Donc, c'est Laetitia Barlerin sur Instagram et LinkedIn. Et sur Facebook, c'est Laetitia Barlerin, Miss Veto. Miss Veto, voilà. Miss Veto, c'est mon C'est surnom. ça. Bon, bah super. Et merci beaucoup à Isabelle et Laetitia pour cette heure passée ensemble. Et je suis sûre que les gens ont appris plein de choses. Et d'ailleurs, il y a Julie qui nous dit merci beaucoup pour cet épisode vraiment très, très enrichissant. Nos animaux ne cesseront jamais de nous surprendre. Et ça, on est bien d'accord. Puisque effectivement, je pense que moi, quand on m'a dit ça, c'était vraiment une surprise. Donc effectivement, ils ne cesseront jamais de nous surprendre. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir posé toutes vos questions qui étaient toutes hyper pertinentes et enrichissantes. Je vous embrasse. Les filles, je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Et on se dit à mardi prochain, 19h. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut les filles. Ciao.